Bon, on va commencer la table conclusive de ces rencontres. Donc, est-ce que Marie-Claude dit un petit mot d'introduction? Monsieur le maire, qui... et Jacques Bourgoin, c'est pas assez fort. C'est bon? Non, je ne ferai pas un discours. Donc, je voulais surtout saluer nos anciens élus et nos élus actuels pour l'effort qu'ils ont fait pour les rencontres d'histoire critique qui existent depuis 2009. Donc, nous sommes très fiers, Anne et moi, d'avoir mené à bien cette entreprise avec sur des thèmes extrêmement variés. Et là, aujourd'hui, nous terminons ces rencontres, les 8e, sport en jeu, avec Bernard Thibault. Je ne donne pas tous ses titres parce qu'il en a de nombreux à nos yeux. Et puis Éric Serre, journaliste, ancien journaliste à La Voix populaire de Gennevilliers. Et puis François Darrocha, là encore des titres multiples. Oui, voilà. Anne. Merci. Donc, grand merci à nos invités d'être venus nous retrouver. Merci donc aux syndicalistes, aux responsables dans le comité olympique. Alors, tu vas peut-être nous expliquer un peu ça. On était un peu parti tout à l'heure sur des débats. Comment se fait-il que ces Jeux olympiques suscitent pas plus de résistance, de protestation? Quoi penser de la charte sociale? Est-ce qu'il faut y croire un peu beaucoup? Alors, j'interrogerai par ailleurs Éric sur le rôle des médias et singulièrement de l'humanité dans ces annonces, sur peut-être en quoi il nous aide à penser d'une façon critique les diverses approches de ces Jeux olympiques. Et François nous fera un petit peu d'histoire. Voilà. Alors hier, il est déjà intervenu, avant-hier déjà, au lycée Galilée sur le rugby, bourgeois, prolétaire, on ne l'a pas beaucoup prononcé, populaire, hommes, femmes. Et les étudiants de Galilée ont été très très contents que l'historien et sportif leur parle avec passion du sport. Donc, on va donner la parole à Bernard pour avoir cette information sur ce qui se passe au niveau de l'organisation 2024 de ces JO. On a bien filtré la salle. Normalement, il n'y a pas de sifflet. Voilà. Donc, ça va, tu peux te lancer. Bonjour à tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion d'affronter des sifflets. C'est pas... Quel syndicaliste ne l'aurait pas fait? En quelques mots, 2024, c'est très bientôt, les Jeux Olympiques en France. On a cette originalité, effectivement, et c'est le mouvement syndical français qui en est à l'origine, d'avoir pour la préparation de ces Jeux une charte sociale. Et au-delà de la charte sociale, une représentation syndicale dans les comités d'organisation, les comités de préparation des Jeux Olympiques. C'est la première fois que ça se fait dans l'histoire des Jeux Olympiques. Jamais un pays organisateur n'avait intégré dans les collectifs de préparation des représentants des syndicats du pays organisateur. Alors ça, c'est la conséquence d'une démarche très ancienne. Pour tout dire, elle remonte à la candidature de 2012. Vous vous souvenez sans doute que Paris était déjà candidat, sous l'ère Delanoë, pour les Jeux Olympiques de 2012.
Et on en avait beaucoup discuté, notamment parce qu'il y avait un certain nombre de pays aussi candidats, dont nos amis anglais, de l'autre côté de la Manche, qui essayaient de convaincre que des Jeux olympiques dans un pays comme la France, c'était prendre un risque pour le Comité international olympique, sachant que la France, c'est un pays perturbé sur le plan social, avec des syndicats très exigeants, et donc en proie à des manifestations et des grèves, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, Delanoë s'inquiétait de cette mauvaise réputation entretenue par d'autres pays quant aux chances de candidature de la France. Donc on avait discuté de cela, et bon, naturellement, cet argument ne tenait pas beaucoup la route, dans la mesure où la France, depuis très longtemps, reçoit de grands événements sportifs de plusieurs disciplines, sans que pour autant, y compris dans des périodes à fort conflit social, sans que pour autant il y ait une interaction, je dirais, entre les deux événements, la situation sociale et tel ou tel rendez-vous sportif. Par contre, ça m'a permis, moi, d'avancer sur un sujet, à savoir que dans l'histoire des Jeux, on faisait peu de cas de tous les travailleurs qui préparaient les Jeux olympiques. Et la série de pays qui les organisaient était loin d'être, dans la comparaison internationale, des pays de référence s'agissant des droits sociaux. Et ce genre d'événement ne faisait qu'ajouter. Et donc, ma suggestion a consisté à dire des Jeux olympiques en France, si ça doit se faire aussi dans le cadre social du pays organisateur. On ne peut pas avoir une espèce de no man's land social dans lequel les Jeux s'organisent en suivant les pratiques habituelles. Et donc est venue cette idée, qui figurait donc dans le dossier de 2012, d'avoir dans le dossier de candidature, vous savez, chaque pays présente ses arguments, sa manière de voir la compétition, la localisation, etc., etc. Il y avait donc des engagements sociaux, une douzaine d'engagements sociaux, respect du droit du travail, etc., la formation, les jeunes, enfin bon, bref, toute une série d'objectifs. Ça n'a pas permis à Paris d'être sélectionné, c'est Londres à l'époque qui a été sélectionné, et ça c'est resté en gros dans les tiroirs. Et quand la candidature 2024 est revenue sur le tapis, ou en tout cas l'idée que Paris puisse être de nouveau candidat, ce travail de 2012 est revenu à la surface. Et là, on a été recontacté. Alors, c'était plus le maire de Paris, en l'occurrence la maire de Paris, qui portait la candidature. Le choix a été fait que ce soit plutôt deux sportifs de renommée, hein, en l'occurrence Tony Estanguet et Bernard Lapasset, qui est aujourd'hui disparu. Et c'est notamment lui, Bernard Lapasset, ancien président de la fédération de rugby. Le rugby étant aussi une discipline sportive qui a son histoire, ses caractéristiques, et je dirais peut-être un des sports où l'ancrage populaire est assez répandu. Et donc c'est pas non plus aberrant, Lapasset étant aussi un salarié, un ancien douanier, hein, il était sensible à cette approche que l'événement olympique soit aussi compatible avec les droits sociaux et avec la justice sociale. Et donc on a actualisé la charte sociale, et au-delà des objectifs, on pourra y revenir si vous le souhaitez, en travaillant sur les trois moments qui entourent les Jeux, c'est-à-dire l'avant, la préparation, on est dans cette phase-là, le déroulement, dans quelles conditions ça se déroule, et l'après, qu'est-ce que ça laisse pour les populations après. Officiellement, on parle d'héritage, mais je vous avoue que moi, c'est un mot qui j'aime pas très bien. Enfin, on parle d'héritage sur quelle est la trace durable que vont laisser les Jeux Olympiques une fois la flamme éteinte à Saint-Denis. Et au-delà donc des orientations et des engagements, dans les dispositions originales, il a donc été prévu qu'il y ait un représentant des syndicats français de salariés qui siège au comité d'organisation. Et parce qu'il y a deux structures, j'essaie de le faire court, hein, il y a deux structures qui préparent les Jeux. Il y en a une qui a été créée pour les chantiers, les travaux. On arrive en phase finale, puisque les chantiers vont quasiment tous être terminés à la fin de l'année, avec la constitution d'un établissement public qui s'appelle la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques. Donc là, il y a un représentant pour les 5 confédérations syndicales qui y siègent, et le comité d'organisation qui, lui, est présidé par Tony Estanguet. Et comme son nom le laisse entendre, comité d'organisation, lui, il est plutôt sur l'organisation des épreuves sportives, leur localisation,
la billetterie, le sponsoring, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la compétition, des compétitions elles-mêmes. Et là aussi, on a un représentant des syndicats qui siège à ce conseil d'administration. Et donc, dans un pays comme le nôtre, dès lors qu'on dit qu'il y a un représentant pour tous les syndicats, vous comprenez bien que la question peut se poser, comment on va faire pour désigner le représentant des 5 confédérations syndicales de salariés en France, en sachant qu'ils ont quelques différences entre elles. Hein. Et là, le choix a été fait de dire on va prendre le représentant des syndicats français qui siègent à l'Organisation internationale du travail, à Genève, parce qu'on avait un représentant à l'époque, et ce représentant s'appelle Bernard Thibault. Donc c'est le représentant à l'OIT qui siégeait. Et l'un des premiers engagements dans la préparation des Jeux, c'est le respect des normes internationales du travail. Alors bon, s'agissant de la France, on peut dire que c'est assez normal. Ceci dit, c'est le premier, encore une fois, j'y insiste, on verra ce que ça générera pour l'avenir. Mais c'est la première fois qu'un pays organisateur s'engage au respect des normes internationales du travail dans la préparation des Jeux Olympiques. Alors, entre-temps, il y a eu d'autres événements qui font que le social est un peu plus réapparu. Hein, je pense à la Coupe du Monde organisée au Qatar, scandaleusement d'ailleurs, parce que le mouvement syndical était très, très remonté, a même déposé des plaintes officielles. Enfin, il y a eu toute une série de démarches. Puis il y a eu des campagnes internationales aussi contre le traitement fait aux ouvriers au Qatar, qui s'est traduit entre autres par plusieurs milliers de morts, et puis bien d'autres conséquences, bien d'autres séquelles. Et on peut craindre d'ailleurs que, vu l'agenda de grands événements sportifs tels qu'ils ont été annoncés ces derniers mois, je pense aux prochaines Coupes du Monde de foot, je pense aux Jeux d'hiver d'Asie, en Arabie Saoudite, il faut quand même arriver à le penser, hein, ne serait-ce que sur le principe, c'est quand même assez extraordinaire. Il est évident, quand on connaît le contexte, qu'on aura sans doute, enfin, il faut tout faire pour essayer de l'éviter, mais on risque d'avoir un Qatar bis en Arabie Saoudite pour organiser les Jeux d'hiver. Hein, et puis le foot, pareil. Donc, on pourra revenir sur le contenu, je ne veux pas être trop long. Dans les premiers enseignements, alors, c'est pas parce qu'on siège dans les conseils qu'on est systématiquement entendu. Hein, de ce point de vue-là. Par contre, on est quand même parvenu à intervenir sur plusieurs aspects, et pour être encore une fois le plus court possible, on arrive à un bilan des chantiers, puisqu'ils arrivent presque à terme, hein, l'essentiel est fait. On a obtenu des mesures particulières pour suivre le déroulement des chantiers, avec des permanences syndicales, avec un budget, avec des locaux mis à disposition. Donc un suivi des chantiers qui va bien au-delà des dispositions du Code du travail sur les chantiers en général. Et ça s'est traduit par plusieurs phénomènes. Par exemple, une action plus rapide et plus efficace, notamment dès lors qu'on a pu détecter la présence de travailleurs sans papier, de travailleurs immigrés sans papier. On a pu obtenir des régularisations relativement rapidement, même s'il a fallu batailler ça et là, mais enfin. Et puis surtout en matière de sécurité et de bilan en matière de sécurité. Alors il y a eu des accidents du travail sur les chantiers, 162 de mémoire, dont 25 graves. Mais quand on observe en termes de statistiques la proportion d'accidents sur les chantiers Jeux Olympiques rapportée à la moyenne des accidents sur les chantiers du BTP, bâtiments travaux publics, en France, on a 4 fois moins d'accidents sur les chantiers Jeux Olympiques qu'on en a sur tous les autres chantiers en France. C'est-à-dire que les moyens qu'on a arrachés en permettant de reconnaître une présence, une intervention syndicale sur les questions de sécurité, de conditions de travail, le fait que le choix ait été fait qu'il n'y ait pas plus de 2 niveaux de sous-traitance sur les chantiers du BTP, alors qu'en général, vous pouvez avoir des 5, 6, 7 niveaux de sous-traitance entre l'entreprise qui a le marché et l'entreprise qui emploie celui qui fait effectivement le travail. Il y a parfois 5, 6, 7 niveaux différents. Et naturellement, quand il y a un pépin, chacun se rejette la responsabilité. C'est pas moi, c'est celui du dessous, etc., etc. Là, le fait d'avoir limité le nombre de sous-traitants
fait que dès qu'il y avait un problème à résoudre, à résorber, c'est les entreprises, les majors du bâtiment, qui étaient considérés comme responsables des questions de sécurité pour l'ensemble des personnels, qu'ils soient embauchés directement ou qu'ils soient des personnels en sous-traitance pour le donneur d'ordre. Alors, deux derniers mots parce que je suis déjà peut-être excessivement long. On n'est pas que sur les JO, je crois, ce soir, mais bon, comme vous m'interrogez sur le sujet. Il y a des objets de polémique, mais je vais surprendre personne, avec le gouvernement, sur les conditions dans lesquelles on prépare ces JO, puisqu'on a eu des décisions politiques et administratives fort contestables. On en a eu une première qui a consisté à décréter la possibilité pour les commerces de détail d'ouvrir le dimanche pendant la période de juillet à septembre 2024 pour les villes qui qui ont des épreuves olympiques et les villes limitrophes. Alors Paris est une ville qui a des épreuves olympiques et limitrophes, vous prenez toute la périphérie de Paris, le périmètre est concerné. Mais vous prenez du Saint-Ouen, Saint-Denis, et puis leur ville limitrophe. Vous prenez Marseille, où il va y avoir les épreuves de voile, plus les villes limitrophes. Vous prenez Lille, où il va y avoir des compétitions aussi de basket et de hand, et la périphérie. Vous prenez Lyon, il y a du foot. Saint-Étienne, il y a du foot. Bordeaux, il y a du foot. Voilà. On arrive quasiment à une géographie qui pourrait toucher près d'un quart de la population française, quoi. Et là, donc, il sera possible que des magasins de vente de détail, donc genre coiffeur, demandent à ouvrir le dimanche, au motif qu'il y aura beaucoup de touristes, ce qui sera une réalité, et beaucoup de travailleurs venant de l'étranger pour les JO, ce qui là est fort contestable. Et quelque chose nous dit que les touristes venant pour les JO ne seront pas en France dès la mi-juin pour des épreuves qui commencent fin juillet. Or, les commerces pourront ouvrir le dimanche dès la mi-juin. Ça ne tient pas la route. Enfin, ça a été décidé. Deuxième point d'achoppement, la sécurité privée. Bon, on parle beaucoup de la sécurité des jeux, et pour cause, je ne développe pas sur le sujet. Une des problématiques, c'est les effectifs dans la filière de sécurité privée, qui sont déjà aujourd'hui en sous-nombre. Les besoins d'encadrer des rendez-vous, des initiatives, des fêtes déjà aujourd'hui, ou certaines infrastructures, des commerces, n'a cessé de s'amplifier au fil des ans. La période Covid en a rajouté encore sur les aspects liés à la sécurité sanitaire, donc des contrôles par-ci, par-là. Enfin, toujours est-il que déjà aujourd'hui en France, il y a un sous-effectif dans la filière de la sécurité privée, pour une raison simple, et ça n'est pas la seule filière qui est concernée par ce constat, c'est que c'est une filière particulièrement précaire sur le plan social. Les rémunérations sont particulièrement faibles, les horaires de travail sont très contraignants, ce qui fait qu'il y a un turnover, il y a une rotation dans ces professions de sécurité privée très important. Il y a à peu près 50% des effectifs qui quittent la filière professionnelle chaque année. Il y a 300 000 personnes qui ont une certification professionnelle pour exercer un métier dans la sécurité privée. Alors il y a différentes disciplines, je ne rentre pas trop dans le détail, mais la plupart d'entre eux, dès qu'ils ont l'opportunité de trouver un emploi dans une autre activité, parce que mieux rémunéré, parce que les horaires ont moins de contraintes de nuit, de week-end, etc., s'échappent dès qu'ils ont une opportunité. Donc il y a une vraie préoccupation qui date, qui était déjà présente, mais qui s'est amplifiée avec les besoins des Jeux Olympiques, puisqu'on a quantifié qu'on aurait besoin de 22 000 agents de sécurité rien que pour les Jeux Olympiques. Et dans ce manque global de main-d'œuvre, il y a aussi une caractéristique, c'est qu'il y a un plus grand manque encore pour le personnel féminin. Or, vous savez que sur certaines opérations de contrôle, il vous faut du personnel féminin, par exemple, pour faire des filtrages à l'entrée d'infrastructures par des femmes.
hein, les palpations, les fouilles, pour vérifier que personne n'est porteur d'objets dangereux. Les femmes contrôlent les femmes, les hommes contrôlent les hommes. Bon, ben oui, mais ça, encore faut-il avoir les effectifs correspondants. Alors, tout ça pour arriver donc à une deuxième décision fort contestable et qu'ont contesté tous les syndicats. Et d'ailleurs, une grosse partie des entreprises de sécurité aussi, il faut le savoir, c'est que le gouvernement a dit, bon, bah, puisqu'on ne trouve personne pour se former comme agent de sécurité en demandant ce qui est la norme, 175 heures de formation, on va baisser le niveau de formation exigé et on va faire une nouvelle certification professionnelle avec 105 heures de formation. Bon, vous comprenez bien qu'on ne peut pas former les gens avec la même qualité d'instruction avec 105 heures comparativement à 175. Enfin, c'est tout à fait banal que d'évoquer cette comparaison-là. Donc là, il y a... le gouvernement a dit, ben, on va payer la formation pour être sûr qu'il y ait plus de monde qui vienne. Alors, ils ont multiplié les actions, direction des chômeurs, des étudiants, etc. Et donc, vous avez peut-être lu ces dernières semaines des annonces par le préfet, on a X milliers de gens qui sont venus se former. Bon, on a la faiblesse de penser qu'il y a une partie, par exemple, des étudiants qui a été se former très rapidement comme nouvel agent de sécurité privée pour toucher le petit pécule correspondant aux 105 heures de formation, mais rien ne dit qu'à l'issue de cette formation-là, ces étudiants répondront présents pour les Jeux Olympiques. Hein, bon. Enfin bref, étant entendu que cette nouvelle certification ne servirait que pour les Jeux Olympiques. Alors, pour la Coupe du Monde de rugby, ça a été utilisé, il n'y a pas eu les effectifs annoncés, et pour les Jeux Olympiques. Et puis depuis, le gouvernement nous a laissé entendre qu'en fait, ils allaient sans doute pérenniser le dispositif. Ils appelleraient ça agents de sécurité grands événements. Pour tout événement réunissant plus de 300 personnes dans le domaine culturel, sportif, festif, que sais-je, voilà. Et ça répond à un petit segment de l'activité dans la sécurité privée, un petit segment où ce patronat, et encore une fois, ce n'est pas tout le patronat de la sécurité qui pense comme ça, mais une partie pense comme ça. La sécurité, ce genre de sécurité-là, à l'entrée d'initiatives, un encadrement, une surveillance, disons, c'est un petit boulot qu'on fait en plus de son boulot principal. C'est un mini-job. Or, on ne peut pas à la fois, avec des arguments à l'appui, dire les Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous à risque, pour résumer, hein, pour X raisons, dans le contexte international ou que sais-je, c'est l'événement le plus télévisé au monde, donc forcément ça peut donner des idées. On ne peut pas à la fois dire c'est un des événements le plus à risque et en même temps avoir une partie importante du dispositif qui va reposer sur des gens dont la formation aura été réduite de moitié. C'est quand même très, très contradictoire. Donc ça, c'est le deuxième motif de conflit avec les syndicats, et qui débouche d'ailleurs sur un appel prévisible aux forces d'armée pour compenser le manque dans la filière professionnelle. Et 7 ans après avoir, puisque la France a été sélectionnée officiellement fin 2017, c'est quand même fort de café de s'apercevoir qu'on n'est pas capable, on n'a pas été capable, par absence de volonté politique, de revaloriser professionnellement cette filière. Et puis là, troisième, mais je suis vraiment trop long. Hein. Alors le troisième point, mais en 2 mots, là, il vient d'avoir un décret, on en parlait en aparté, un décret, malgré l'opposition, là aussi, unanime des syndicats, un décret qui est sorti hier ou avant-hier soir. C'est une dérogation au principe du repos hebdomadaire. La législation française, hein, le Code du travail, précise qu'on ne peut pas travailler 7 jours sur 7. Hein, c'est 7 jours, dont un repos hebdomadaire. Avec, déjà, dans les conventions collectives, suivant les métiers, les spécificités, déjà des dérogations possibles. Mais enfin, tout ça est encadré et suivi. Alors, en sachant que en 2022, il y avait l'idée du nouveau gouvernement de Madame Borne de répondre à l'exigence, enfin à une demande du CIO qui consistait
non pas à ce que le CIO s'adapte à la France en termes de législation sociale, mais à ce que la législation sociale de la France s'adapte aux besoins du CIO, et notamment en matière de temps de travail. Bon, là, on est parvenu quand même à convaincre qu'il était hors de question d'ouvrir un débat en France, ou alors, ça allait être un point de conflit très important, modifier la législation sur le temps de travail au motif qu'on accueillait les Jeux Olympiques. Enfin, pour nous, tous les syndicats étaient unanimes là-dessus. Il n'y avait pas de... Bon, donc, le cadre principal, c'est on ne touche pas aux droits en matière de temps de travail pour l'ensemble des Français pendant les Jeux Olympiques. Mais ça n'a pas empêché donc de nouvelles demandes. Et là, le décret qui vient d'être écrit, enfin officialisé au journal officiel, va permettre pour certaines catégories de salariés, dans l'organisation des Jeux, de déroger au principe du repos hebdomadaire. Et donc d'avoir leur repos reporté après la quinzaine olympique, de ne pas l'avoir... Alors les syndicats, naturellement, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord et se sont efforcés de réduire le champ d'application au maximum. On n'a pas encore, on est encore dessus pour voir quel type de responsabilité pour lesquelles ils estiment que la présence continue d'un individu serait indispensable durant les 15 jours, quelqu'un qui ne pourrait pas se faire remplacer au regard des tâches très particulières et très pointues qui seraient les leurs. On nous dit que ça pourrait toucher 4 à 5 000 personnes sur les... on parle de 200 000 salariés dont l'activité pendant les Jeux sera orientée vers en totalité ou partiellement sur les Jeux Olympiques. Bon, on va vérifier tout ça. Enfin, tout ça pour vous dire que bon, il y a aussi des motifs, bien sûr, de désaccord sur les modalités de préparation, notamment pour des décisions qui incombent au pouvoir public. Et puis, on est toujours avec le comité d'organisation. On va devoir préparer ce qu'on appelle les chantiers éphémères, pour là aussi vérifier les conditions de travail. Enfin, il y a toute une série de sujets, mais je déborde très largement, j'imagine, mon temps de parole pour essayer de vous éclairer vraiment superficiellement sur ce qu'on essaye de faire dans la préparation de ces Jeux. Mais avec les limites, les insuffisances, moi, non seulement je ne regrette pas ce choix, je dirais, que d'avoir imposé ce dispositif. Et j'espère même que, soyons fous, hein, on est aussi là pour entretenir de l'espoir, que c'est ce genre d'épisode qui pourra faire en sorte que les instances sportives internationales, de plus en plus, soient contraintes et obligées d'intégrer les critères sociaux, des impératifs sociaux, comme d'autres impératifs, des impératifs environnementaux, par exemple, sur la manière de concevoir et de préparer des grands événements sportifs mondiaux. Et de ce point de vue-là, on a quelques contacts avec des camarades aux États-Unis, par exemple, pour avec eux imaginer de quelle manière chez eux, dans un contexte qui est très différent, les États-Unis, naturellement, c'est pas la France, et du point de vue des droits sociaux, il y a d'immenses différences, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils souhaitent aussi, à leur manière, eux, entretenir quelque part cette chaîne d'exigence. Et enfin, j'espère que dans les mois prochains, on pourra amplifier notre coopération parce qu'ils souhaitent s'inspirer de l'expérience qu'il y aura en France pour voir de quelle manière, eux, à leur tour, ils pourront prendre le relais de ce côté-là. Et on a aussi quelques contacts avec nos amis italiens par rapport à des jeux qui s'organisent aussi en Italie. Et puis il y a la Coupe du Monde de foot qui se dessine, Espagne, Portugal, Maroc, plus des pays d'Amérique centrale. Hein. Là, on est dans une configuration... socialement, ça va être très compliqué à élaborer, je veux dire. Hein. Enfin, on a des perspectives de travail syndical aussi international pour essayer là aussi, de contraindre ces instances internationales à intégrer bien davantage les préoccupations et les objectifs sociaux. Merci. Désolé pour cette longueur. Non, t'as invité, merci. Donc c'est moi qui t'ai mis tout de suite sur les JO. Alors on a beaucoup parlé d'olympisme aujourd'hui, donc c'est un peu aussi dans la suite de nos réflexions. Effectivement, le thème était plus large puisque c'était les sports à l'image des sociétés. Bon, si j'ai bien compris, on a des JO qui sont à l'image de notre société. Est-ce que François veut réagir tout de suite à ça ou Eric ? Comme vous voulez. En tout cas, par rapport au sujet, oui, en effet,
le sport est à l'image des sociétés, de la société. Toi qui es un fan de rugby, moi j'ai écrit il n'y a pas longtemps sur le hors-série. En effet, si on prend le rugby à sa naissance en Angleterre, il était à l'image des public schools anglaises, donc d'une certaine catégorie d'individus, plutôt forts, enfin de familles fortunées. Mais aussi, il peut être aussi à l'image du nord de l'Angleterre, où le rugby s'est aussi développé, et là, qui était un nord industriel, où le professionnalisme est né là-bas, enfin, en tout cas pour le rugby. Après, à l'image de la société, oui, il l'est totalement. Aujourd'hui, on le voit très bien. Hein, qu'est-ce que le sport aujourd'hui? C'est un spectacle. Ce n'est plus simplement du sport, c'est d'abord un spectacle, avec des contraintes économiques. Pour moi, le sport professionnel, je ne parle que de ça, hein. Disons que c'est une excroissance du capitalisme, de la plus belle des manières, quoi. Voilà. Ouais, je crois que ce qui est intéressant, c'est de s'attarder un petit peu sur le pluriel, puisque la conférence était intitulée le sport image des sociétés. De quelle société s'agit-il? Est-ce que c'est une société nationale dans son ensemble regroupant tout type de personnes, de quelque catégorie sociale qu'elle soit? Est-ce qu'il y a une question de classe? Est-ce qu'il y a une question de genre? Est-ce qu'il y a une question ethnique qui se pose, une question géographique également? Bernard, tu évoquais la possibilité d'ouvrir le dimanche de l'ouverture dominicale dans les villes organisatrices et autour des villes organisatrices. Qu'en sera-t-il, par exemple, de la France rurale? Bon, ce sont là des points d'accroche qui peuvent être intéressants à saisir. Le sport professionnel, à l'image de la société, une image déformée en tout cas, et en même temps, désolé pour l'expression, en même temps, c'est aussi un rêve qui se construit pour un certain nombre d'enfants, y compris de Gennevilliers, pour un certain nombre d'enfants, que d'atteindre cet ascenseur social qui est en panne par le sport. Finalement, c'est le seul lieu visible d'identification pour un certain nombre d'enfants. Donc l'image, elle est déformée, mais elle est encore porteuse d'espoir pour un certain nombre d'enfants de catégories populaires. Tu posais également la question, Anne, tout à l'heure, de ce que l'historien a à dire du sport, de la société, des rapports entre les uns et les autres. Déjà, l'historien aura besoin de se reposer après les JO. Parce que les historiens du sport, on est sur le pont là, à Gennevilliers aujourd'hui, mais plus largement sur d'autres chantiers, évidemment à l'occasion des JO. Mais ce que nous, on peut apporter, c'est un peu de profondeur, un peu de recul sur quelque chose que l'on va qualifier immédiatement d'événement. Et c'est notre fonds de commerce quand même, l'événement, comme historien. Qu'est-ce qui fait événement dans cette organisation-là? Quand on a un regard rétrospectif sur 1924, la dernière fois où Paris a accueilli les Jeux, il ne nous reste pas grand-chose. 1924, fait extraordinaire, c'est entre 1919 et 1929, entre la fin de la guerre et la crise économique. 1924 est entièrement gommé, et 2024 risque aussi d'être gommé, d'autant que sur le plan urbaniste, il y a assez peu de choses qui sont prévues, finalement, à part la destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers. On n'a pas grand-chose comme monument des Jeux Olympiques, comme monument olympique de 2024 qui pourrait émerger. Et la preuve en est, c'est que la cérémonie d'ouverture, finalement, elle profitera des lieux déjà existants, et bon nombre de compétitions profiteront des lieux déjà existants. Donc on est en train peut-être de rater l'événement urbaniste qui aurait été possible alors qu'on parle beaucoup du Grand Paris. Et il y a quand même un pan que Fabien Archambault évoquait tout à l'heure, un pan qui touche à cet urbanisme, ce sont les transports. Non, on n'est pas prêt, évidemment. Enfin, clairement, on n'est pas prêt. Et lorsqu'on parle de cela à Marie-Amélie Le Fur, qui est la responsable, la présidente du comité paralympique, l'équivalente de Tony Estanguet du côté paralympique,
elle dit des choses relativement intéressantes, à savoir, en effet, on ne sera pas prêt, et en particulier pour les personnes à mobilité réduite, en effet, on ne sera pas prêt, mais c'est un point de départ. Et finalement, on peut aussi espérer, ce que tu disais à propos du combat syndical, on peut aussi espérer que les Jeux Olympiques soient un point de départ. Ça ne le sera pas urbanistiquement, ça le sera peut-être sur les mobilités dans les transports. Ça le sera peut-être syndicalement. En revanche, c'est un rendez-vous manqué avec les catégories populaires, clairement, parce que le prix des places rend quasiment inaccessible, sauf quelques matchs de football dans des villes provinciales, dirons-nous. C'est, en termes d'environnement, un rendez-vous qu'on craint d'être manqué. On espère que les dégâts seront limités quand même. On voit le problème de Tahiti en ce moment sur l'environnement. Oui, mais en même temps, géopolitiquement, c'est important d'organiser des épreuves à Tahiti, parce que ça permet de rappeler que la France est une puissance pacifique, non pas une puissance qui veut la paix, mais qui est présente dans le Pacifique. Et à une époque où on voit des commandes de sous-marins être annulées, justement dans des pays pacifiques, c'est pas inintéressant de rappeler cela. Donc géopolitiquement, peut-être qu'on n'aura pas raté le rendez-vous. Mais géopolitiquement, on risque de le rater parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est très mal vu par la presse internationale et en particulier britannique, qui se souvient des accusations portées sur les supporters de Liverpool lorsque la police a clairement été, les services d'ordre ont clairement été incapables de gérer l'afflux des foules lors de la finale de la Ligue des Champions, qui avait été délocalisé parce que la Russie devait l'organiser et qu'il était hors de question d'aller en Russie à ce moment-là. Donc la France, capable d'organiser cela, accueillait dans sa très grande générosité la compétition. Et il s'est avéré que justement, il y a eu un problème de gestion des foules, peut-être parce qu'on ne sait plus non plus gérer les manifestations, donc on ne gère plus les foules en question. Et lequel ministre de l'Intérieur, et je terminerai là-dessus, est aussi celui qui est capable de s'en prendre à un sportif de haut niveau, médiatiquement, pour l'accuser d'être responsable, d'être complice des pires terroristes qui soient. Peut-être a-t-il la preuve, mais dans ce cas-là, les services de l'Intérieur doivent agir. Peut-être n'a-t-il pas la preuve, mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi que c'est un moyen, le sport est un moyen d'attirer les votes de ceux qui pourraient être tentés par un populisme un peu plus extrême peut-être que celui qui est déjà en place. Juste un point, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est sur l'héritage immobilier ou quoi que ce soit des JO. On a vu ce qui s'est passé en Grèce et dans d'autres pays, au Brésil pour la Coupe du Monde. Il y a eu des constructions, on appelle ça maintenant, surtout en Grèce, des éléphants blancs. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait d'avoir un héritage. On a justement la chance à Paris d'avoir quand même pas mal de lieux sportifs qui peuvent être utilisés. Il y a même eu un moment, je me souviens, c'était pour les Jeux de 2012, la possibilité d'utiliser le Grand Palais, je crois, ça va être le cas encore pour l'escrime, c'était ça à l'époque. Ça, je trouve que c'est plutôt bien, Justement, c'est une autre manière de présenter les Jeux qui sont quand même... Il y a un autre pays, je pense, au Canada et Montréal, où là aussi, c'est pareil. Ils se retrouvent avec des stades où ils ne savent pas quoi faire, Donc, de ce côté-là, je trouve qu'on a plutôt bien agi. Mais après, il y a d'autres choses, Merci. Oui, donc là aussi, on retrouve l'image de notre société. Donc, ce sera un effort de décroissance. Est-ce que on est du côté d'une économie plus paisible dans cette nouvelle épreuve des Jeux Olympiques, nouvelle construction vers moins de monumental, donc. De toute façon, c'est maintenant clairement une nouvelle trajectoire assumée, y compris par le Comité international olympique, pour une raison simple. C'est qu'il y a de moins en moins de pays et de villes candidates. Si ils étaient restés, je dirais,
sur les logiques antérieures. Tu évoquais la Grèce, c'est parfaitement juste. Mais même Londres a été, Londres a construit énormément pour les Jeux Olympiques. Alors c'est à la périphérie de la capitale, c'est pas perdu. Mais souvenons-nous, même les enseignements après Grenoble sur les Jeux en France, les Jeux d'hiver de Grenoble, après coup, la critique sur la facture, et depuis ça s'est amplifié. Albertville. Bon, donc le CIO a aussi intégré, pour cause, souvenez-vous, quand Paris a été retenu pour 2024, donc il restait 2 villes candidates. Il restait Paris et Los Angeles. Et pour ne pas perdre la 2e ville candidate, au risque pour l'échéance d'après 2028 de ne plus avoir plus personne comme candidat, c'est là qu'est venue l'idée de cette espèce de deal, en quelque sorte. Bon, Paris, on vous donne 2024, c'est le centenaire, il y a un symbole. Et puis Los Angeles, si vous en étiez d'accord, dès maintenant, on vous désigne pour 2028. C'est comme ça que les choses se sont faites. Mais c'est aussi sur la base d'une pénurie de villes et de pays candidats. Aussi parce que des populations, dans certains pays, ont protesté contre les conséquences ou l'impact qui était jugé négatif s'il s'avérait qu'il faille dépenser des milliards d'euros, alors que les priorités sont peut-être à un autre niveau. Et de ce point de vue-là, le débat... Et donc il y a eu aussi des gouvernements qui étaient, dans un premier temps, portaient la candidature de leur pays, qui ont fait machine arrière avec des mouvements de protestation. Donc moi aussi, je pense que j'ai bien des critiques à formuler. Je vous prie de croire que chaque séance du conseil d'administration, j'ai l'occasion d'exprimer un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas l'objet ce soir. Par contre, sur cette conception d'essayer de proposer une organisation de jeu économe je pense que c'était nécessaire, c'était raisonnable. Et que de toute façon, à l'avenir, ça ne pourrait être que comme ça. Ou alors, l'autre schéma, c'est version Qatar. Pour faire court. Vous faites des stades en plein désert où il n'y a quasiment personne qui pratique le sport en question. Le Qatar, je me souviens, c'est un sport que j'aime bien, le handball, a organisé les championnats du monde de handball. Alors, comme ils n'avaient pas d'équipe de handball, ils organisaient les championnats du monde. Et après, ils se sont précipités pour constituer une équipe de handball du Qatar, en achetant des joueurs, pour lesquels certains ont pu obtenir rapidement la nationalité qatari. C'est plus facile d'ailleurs, pour certains profils, d'obtenir la nationalité qatari que française. C'est un parcours, si vous répondez à certains critères, là, ça va très vite. Mais ce qui est... et puis, sport mécanique, bon, c'est pas des sports olympiques, mais enfin, sport mécanique, c'est assez extraordinaire que, depuis quelques années, bon, je suis motard, le championnat du monde de moto s'ouvre par une compétition, la première épreuve des championnats du monde a lieu au Qatar. Vous n'avez quasiment aucun motard au Qatar. C'est pas possible de faire de la moto au Qatar. Les moteurs explosent. Vous pouvez pas faire de la moto au Qatar. La preuve, c'est qu'ils font la course la nuit, là-bas. Donc, où là, on voit bien que c'est le pétrodollar qui organise les affaires. Puis, y compris avec des scandales, éventuellement de corruption. Sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, la France n'ayant pas été tout à fait neutre, d'après plusieurs observateurs avertis, pour le moins. Donc moi, je pense que l'avenir, de toute façon, il est sans doute à reconcevoir la conception et peut-être la lourdeur des événements dans leur impact environnementaux, l'impact pour les populations locales, et encore une fois, avec l'appréhension du critère social dont on parle quand même pas très souvent. Pas très souvent. C'est en ce sens que, bon, j'insiste juste une seconde, mais cette expérience française, avec nos petits bras, syndicats français, si on arrive à mettre une pierre dans ce jardin sur les critères sociaux, on aura fait œuvre utile. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, et naturellement le tableau ne sera jamais pleinement satisfaisant, mais quand même, si on arrive à faire bouger ce critère-là, on aura fait œuvre utile, même si
le challenge est loin d'être... Alors, sur le prix des places, oui, mais bien sûr. Moi, pour tout vous dire, je me suis un peu réfugié sur les Paralympiques. Hein. Voilà. Je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai découvert ça il y a quelques années, le sport paralympique, je trouve ça passionnant. Enfin, c'est vraiment... Enfin bon, c'était pas une pub parce que tu étais là, mais enfin vraiment, moi il y a quelques années, j'ai été séduit par le parasport et je pense, enfin, c'est pas une recommandation, hein, j'ai aucune retombée sur la vente des billets en paralympique, hein, je vous rassure là-dessus, mais enfin, vraiment pour ceux qui hésiteraient, c'est une invitation à aller découvrir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. Alors, c'est un événement mondial, les JO. Hein, il y a 13 millions de billets, donc il n'y a déjà pas un billet par habitant français. Hein. Et en plus, c'est un événement mondial. Et vous avez des demandes, de partout. Si je prends par exemple la question des volontaires, on en discutait aussi un petit peu en aparté, il faut 45 000 volontaires pour les JO, à peu près 30 000 pour les JO et à peu près 15 000 pour les Paralympiques au mois de fin août, début septembre. Bon, il y a un appel à candidature aux volontaires qui a été lancé à l'échelle internationale, puisque c'est le Comité international olympique qui est le support à ce genre d'appel. Il y a eu 312 000 candidatures venant de 190 pays pour être volontaires aux Jeux olympiques à Paris. 312 000 candidatures. Chiffre inégalé. Sans doute parce que c'est Paris, c'est la France. Bon, on sait que c'est déjà la capitale et un pays parmi les plus touristiques. Bon, il y a ce... Et donc, sans doute qu'il y a un côté... Et pour les places, c'est pareil. On est sur un marché mondial. Alors, l'autre solution aurait peut-être été... Mais là, ça renvoie à des politiques publiques, hein, puisque la billetterie, les tarifs retenus pour la billetterie, c'est pour participer au financement des Jeux. Hein. C'est pour ça que ça aurait été de consacrer peut-être une enveloppe à définir pour permettre un accès plus large de la population française. Mais on est sur un événement mondial. Donc, et vous avez des personnes qui paieront des sommes très importantes, avec y compris des billets, comment les qualifier, j'ai plus le terme officiel en tête, parce que c'est un terme franglais, ça me plaît pas toujours, ce genre de choses. En fait, genre billet premium, vous savez, où vous avez le billet, le casse-croûte. Enfin, quand je dis casse-croûte, c'est pas tout à fait un sandwich, une loge, voilà, ce genre de choses. Hospitalité, voilà, merci Eric. Le billet hospitalité, bon, bah là, c'est réservé, mais il y en a qui prendront ce type de billet parce qu'ils ont les moyens et qui peuvent venir de l'autre bout du monde pour passer une semaine peut-être aux Jeux Olympiques en France. Voilà, on est sur une logique marchande, hein, quelque part, ça, c'est évident. Sur les transports, bon, je n'aborde pas la question des transports parce que sinon, voilà, en plus, sous l'œil de Gilbert, là... mais là aussi, hein, on entend beaucoup parler de difficultés en matière de transport liées aux infrastructures. Est-ce que la ligne va être prête? Est-ce que ça va être ouvert? On ne parle pas beaucoup de la dimension sociale, là aussi, liée au transport. Un des problèmes que rencontrent déjà aujourd'hui les transports en commun en Île-de-France renvoie aux capacités humaines. Il y a à la fois des problèmes de capacité en investissement, des retards pris, hein, on a du matériel qui a vieilli, on a une population à transporter qui a augmenté en région parisienne, des cadencements qui se sont accélérés, mais on n'a pas le potentiel humain correspondant à cette montée en charge du trafic. Donc ça crée des dysfonctionnements. Et plus vous avez des chaînes de transport qui sont à flux tendu, le moindre incident prend des répercussions en chaîne, en quelque sorte,
en cascade. Hein, Et donc là, naturellement, le défi consistant à devoir accueillir peut-être 500 000 voyageurs jour supplémentaires, c'est pas gagné. Mais c'est pas uniquement, même si c'est un aspect, c'est pas uniquement parce que telle station de métro sera pas ouverte ou tel tunnel sera pas fini de creuser. C'est aussi parce qu'il manque plus de 1500 chauffeurs de bus dans la région parisienne, il manque beaucoup de monde dans les ateliers de maintenance, il manque... voilà, on revient à ce... oui, et bon, alors, vous allez me dire, c'est à nous de faire aussi notre boulot de syndicaliste, mais il faut aussi qu'on arrive à communiquer là-dessus, parce que ce n'est pas que des aspects matériels qui peuvent expliquer les difficultés en matière de transport, il y a aussi des aspects humains et des aspects sociaux très concrets. Bon, ben, on vit dans une société capitaliste mondialisée, c'est ça? Et le sport est inclus, et notamment ces JO, tu nous as dit finalement dans un grand marché mondial, on comprend bien. Et donc, ben, comme il y aura plus de demandes que d'offres, c'est très cher. Donc, c'est bon, c'est une logique de marché. Ça nous interpelle quand même fortement par rapport à ce qu'on a vu sur l'histoire des sports dits rouges, ce rapport au marché, quoi. Et effectivement, on peut quand même être surpris qu'il n'y ait pas des leviers plus forts du côté de la contestation du capitalisme pour poser cette question, quoi, des JO pour qui, quoi? Est-ce que c'est pour les plus riches de la planète que la vie en direct peut se faire, hein, et les autres, ben, ils ont l'accès médiatisé devant leur télé. Donc, ça a été très clair, quoi, mais à la fin de ces réflexions, et avec l'histoire qu'on a étudiée, il y a aussi une histoire de l'olympisme là-bas sur la table, ben ça nous donne peut-être la mesure d'un rapport de force un peu rude pour, disons, le côté où nous nous trouvons, pour les forces, on va dire, populaires, les forces de l'émancipation. Ça, c'est ma lecture, et je vais laisser Eric réagir, et peut-être François. Alors moi, je voudrais dire qu'il y a quand même un peu d'espoir. Voilà, je vais faire l'optimiste. Non, mais on parle des grands sports avec des fédérations structurées, avec tout un système. Mais aujourd'hui, enfin depuis même longtemps, j'ai écrit un livre là-dessus sur ce qu'on appelle les sports alternatifs. Il se trouve que il y a une certaine jeunesse qui peut venir de tous les milieux, qui s'organisent, qui créent des sports nouveaux. Le parcours à Gennevilliers, je me souviens de, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ces jeunes qui avaient formé. Il y a le parcours, c'est une sorte de sport urbain qui se fait soi-même avec ses propres... Ouais, voilà. Il y a ça, en montagne, il y a beaucoup d'activités qui sont hors système, qui sont créées. Regardons l'escalade, par exemple, maintenant, qui a été évidemment intégrée au JO, parce qu'il y a un public, donc ça intéresse forcément le CIO. Mais ces sports-là, au départ, ils ne sont pas forcément dans des fédérations. Ils fonctionnent eux-mêmes. Le snowboard, des choses comme ça, au départ, ils n'étaient pas dans des fédérations. Ils n'étaient même pas à la Fédération française de ski. Aujourd'hui, ils le sont. Hein. Il y a de l'argent. Et tout. Donc voilà, il y a de l'espoir, notamment chez les jeunes, quoi, qui ils vont pas forcément faire du foot, vont pas forcément faire du rugby, du tennis, mais qui vont chercher des activités. Il y a aussi, par exemple, du golf urbain, ça existe. Ils sont pas dans une fédération, ils font ça juste pour le plaisir. C'est le golf. Hein. Et voilà, donc il y a énormément de nouvelles activités sportives. Alors, je sais qu'il n'est pas d'accord avec moi, François. Il n'appelle pas ça du sport, mais moi, j'appelle ça du sport parce qu'il faut le pratiquer. Et que ça demande de l'entraînement, notamment le parcours, qui est très difficile, pas fait pour tout le monde. Donc voilà, donc, là où les sociétés, il y en a plusieurs, il y a des gens qui ne veulent plus fonctionner dans ce système tel qu'il est. Bon. Alors, un tout petit mot, et puis on aura donné 10 minutes pour discuter.
Très rapidement, je répondrai rapidement à Eric. Pourquoi je ne considère pas ça comme du sport? En fait, c'est une réflexion d'historien. Pour qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait codification, enregistrement au sein de fédérations. Et donc là, on est dans l'activité physique. Ça ne retire rien à la qualité de l'activité physique en question. Pour ce qui est, la question était sur l'espoir d'un autre possible. L'autre possible, il est quand même incarné par ces gamins qui jouent au foot ou à d'autres sports et qui espèrent un jour être Mbappé. Il ne faut pas oublier d'où vient Mbappé, il ne faut pas oublier d'où vient Dembélé, il ne faut pas oublier d'où viennent tous ces jeunes. Le football et plus généralement le sport, c'est aujourd'hui la seule scène nationale, européenne, éventuellement mondiale, qui expose des jeunes issus de nos quartiers populaires qui ont réussi. Maintenant, il y en a très peu qui réussissent. Et qu'est-ce qui pose finalement problème à chaque fois que l'on évoque ces personnes-là? C'est l'argent, qui est un véritable nuage de fumée, un écran de fumée sur le sport, sur l'activité sportive. Il ne faut pas oublier que ces gamins, ils ont sacrifié leur adolescence, leur enfance et leur adolescence pour en être là où ils en sont. C'est beaucoup plus dur d'être joueur professionnel de football que d'être normalien. Le taux de réussite est beaucoup plus faible. Et joueur professionnel de football, on n'est pas Mbappé. Hein. On est en 2e, 3e, 4e division. Non. Oui, normalien, on peut être en collège difficile. Ça arrive. Bon. Non, il ne faut pas oublier cela. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nos réactions contre ces jeunes qui gagnent trop d'argent, on ne les a pas spécialement quand ces jeunes sont les fils de Bernard Arnault. Moins médiatiquement, moins facilement, on n'y pense pas. En revanche, on pointe ces jeunes-là. Merci. Donc, il y a beaucoup de débats, beaucoup de lieux de débattre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un... Oui. Si, tout le monde. Attends, je vais dire un truc, je te passe le micro aussi. Il y a besoin du micro, est-ce que tout le monde n'entend pas bien? Juste un point de vue dans la discussion. Moi, je dois être le seul élu communiste à avoir voté contre les JO à la métropole du Grand Paris avec les Verts. Pour les raisons que vous avez expliquées d'ailleurs, c'est que ça vit avec sa société et que c'est un enjeu dans le capitalisme actuel qui est très fort. Et je voudrais rebondir sur la dernière démonstration. D'abord, l'ascenseur social, je pense que c'est un piège pour les révolutionnaires, parce qu'à partir du moment qu'on pense ascenseur social, on pense changement de place, mais pas changement de société. Et que peut-être que les révolutionnaires ont perdu la révolution en pensant ascenseur social, et ne pensant pas changement de société pour améliorer les conditions de travail de celles et ceux pour qui c'est difficile, et que c'est quand même dramatique que des ouvriers communistes ne veulent pas que leurs enfants soient ouvriers. C'est quand même ça le problème, parce que idéologiquement, c'est dramatique. Le deuxième aspect que je voulais dire, c'est que le capitalisme se sert justement de cette vie aujourd'hui. Pour l'ascenseur social, ils ont besoin de cet aspect mythique, parce que statistiquement, ça n'existe pas, l'ascenseur social. À travers les siècles, il y a des exceptions, on en fait certainement partie, mais c'est des exceptions. Et aujourd'hui, par exemple, si on regarde politique de la ville, le gouvernement met deux choses en avant: auto-entrepreneur, et pas le salariat, devenez patron, et inclusion par le sport. Et donc, ce sont les deux choses que l'on propose aux jeunes, pour leur expliquer d'abord que s'ils échouent, c'est un problème individuel, c'est pas un problème collectif, et ça évite le combat de classe au final. Enfin, c'est un moyen aussi qui est mis en avant. Alors sur les JO, c'est un peu les jeux. Alors, c'est les jeux et le pain et le cirque, quoi, comme on dit. Alors après, il y a un autre problème que Gérard Bram soulève aussi, c'est que dans les sociétés humaines, on a aussi besoin de jeux et on a besoin de spectacles. Et donc là, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème politique. Oui, très court. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure les retombées foncières? Est-ce que, en ce qui concerne les Jeux Olympiques avortés de 2012 avec la candidature de Paris, est-ce qu'il y a une étude
sur l'évaluation foncière de toute la zone cheminote de Cardinet. Est-ce que les retombées financières de toute cette zone foncière qui était réservée aux Jeux Olympiques, aux villages olympiques, etc. À qui ça a profité? Quelles sont les retombées, etc. À part la ligne 14 du pont Cardinet, qu'est-ce que ça a donné pour la région parisienne, pour les collectivités territoriales? Gennevilliers n'est pas très loin. Qu'est-ce que ça a donné? Juste sur ça, je pense que c'est indépendant des JO. La spéculation foncière et immobilière est telle que JO ou pas JO, en métropole du Grand Paris, ça monte. Bon, ça baisse un petit peu en ce moment, sauf le foncier d'ailleurs. Donc je crois que c'est assez indépendant des JO. Juste un mot. Je suis un ancien syndicaliste. À t'écouter, je crois que je me suis gouré de combat. Parce que j'aurais dû continuer à dire TES reste ES et la vie est belle. Et on va changer la société. Ah ben, c'est ce que tu m'as dit là tout de suite. Et donc ça, moi, je conteste. Moi, je me suis battu tout le temps, ou essayé de me battre, pour qu'on améliore notre sort, et y compris qu'on évolue dans la société. Et que le combat pour une autre société, à mon avis, passe aussi par là. Sans OS. Hein? Pour que ce soit des immigrés, les OS. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, pourquoi? C'est un peu un autre débat. Peut-être que l'année prochaine, on va travailler sur notre travail. Je pense qu'il faut que ça évolue. Je pense qu'il n'y a plus d'OS, il n'y a plus d'OS. Mais alors, pourquoi tu fais pas, tu ne cavales pas derrière les poubelles? Un camion de poubelle, oui. Tu vois, c'est... On gère ces contradictions. Il faut améliorer les conditions de travail des gens qui font les poubelles. Ça n'est pas sans contradiction, mais on ne va pas peut-être faire maintenant ce vaste débat sur effectivement le travail avec ses valeurs et économiques et symboliques. Bon, c'est évident qu'il y a des questions de rémunération, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, comme d'ailleurs dans nos histoires de sport. C'est évident qu'il y a de la marchandisation, on en est tous très conscients. Je crois que, y compris beaucoup de gens qui vont au stade et paient très cher, mais qui paient aussi parfois très cher pour entendre des chanteurs qu'ils aiment. Bon, il y a effectivement... après, on rejoint les contraintes. Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on a les moyens de faire ses choix ou pas? Mais il y a une dimension, c'est ce qu'on a voulu mettre un peu en débat avec le débat du début de l'après-midi, une tension entre passion qui est réelle et qui passe aussi par cette part et d'exercice. Donc tu disais, ça peut être pour certains la création d'une nouvelle activité. Enfin, il y a une grande inventivité actuellement dans les activités physiques, bon, qui correspond à quelque chose qui a un goût de liberté, qu'on peut aussi juger par son versant individualiste négativement, mais là aussi, il y a une tension entre ce qui échappe à l'organisation avec des aspects qui sont positifs et des aspects qu'on peut juger négatifs du point de vue des rapports de force, des luttes sociales, etc. Donc je crois qu'à travers les débats, on a un peu brassé tout ça. Et effectivement, le fait que ce soit marchand, ça peut être modulé, alors là, de façon très réformiste. Tu parlais d'enveloppe. Ce matin, on a parlé de politique sociale, y compris de municipalité, hein, la capacité à acheter. On s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir des formes de préemption par des institutions publiques qui auraient mis à disposition, etc. Je crois quand même que globalement, on est dans une très grande difficulté pour penser une autre façon juste que le marché de distribuer le bien commun. Et peut-être que se dire on va préempter, on va distribuer, nous pose énormément de problèmes quant à la façon de faire et de distribuer
c'est possible, beaucoup plus évidemment difficile et je crois beaucoup plus interrogé, beaucoup plus surveillé aujourd'hui que le fonctionnement du marché. Donc actuellement, c'est vrai que le plus facile, c'est de laisser filer l'inégalité liée au marché, mais comme globalement, finalement, elle satisfait pas mal de gens et qu'elle est dominante, bon, on est peut-être dans une phase dans laquelle c'est difficile. Alors, je dois dire que, voilà, tu veux peut-être dire un mot pour réagir sur ces conflits qu'on sent, y compris forts parmi nous, qui font partie aussi de nos difficultés, pour avoir un mot de la fin. Et évidemment, ce ne sera pas la fin du débat et des différences d'appréciation. Merci. Oui, loin de moi d'apporter une conclusion sur des débats qui nécessitent d'être poussés et qui appellent à la confrontation des approches, des points de vue. On est sur des enjeux. Le sport, on a dit à l'image de la société, mais les conditions dans lesquelles il se développe ou pas, il s'exerce, il se commercialise, fait société quelque part, participe à faire société. Donc c'est voilà. Moi, je reviens juste un instant sur la valorisation de la performance sportive individuelle, parce qu'on a dit sport-spectacle. Sport-spectacle. En préparant, j'évoquais une conversation avec un camarade américain qui me disait c'est toujours utile de voir ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'en plusieurs domaines, on sait que ça a tendance à franchir l'Atlantique. Le chiffre d'affaires du sport en Amérique du Nord, États-Unis, Canada confondus, c'est 520 milliards de dollars par an. La commercialisation de tous les événements sportifs des États-Unis et du Canada réunis. 520 milliards de dollars par an. C'est gigantesque. Et principalement, là, c'est plus la billetterie qui est le principal vecteur de recettes et de profit. C'est Internet, c'est la télévision, c'est le numérique, puisque maintenant, même chez nous, on peut suivre des matchs de basket, de cricket, on peut parier, on peut... Enfin voilà, c'est mondialisé. Et en Afrique, des jeunes peuvent suivre les matchs des championnats européens ou des matchs de basket. Et donc, on a une espèce de valorisation à titre individuel de ceux qui sont en haut du panier, qu'ils viennent... Quand je dis en haut du panier, c'est pas que du basket, d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire. Et a fortiori, s'ils viennent de milieux ultra populaires, et là c'est un parcours... Alors que dans ceux qui pensent une autre ou d'autres repères dans la société de demain, on a aussi à évoquer les conditions faites aux sportifs en général. Et une des caractéristiques pour les sportifs, quand je dis les sportifs, bon, il y a les sportifs du dimanche, mais il y a ceux qui veulent atteindre ou qui atteignent un certain niveau, où là se posent par exemple les conditions matérielles de l'existence, entre le temps nécessaire pour avoir son activité, son sport, le développement de son sport, les entraînements, les contraintes liées à... Et puis une activité professionnelle qui est de plus en plus difficile à manier, et pas dans n'importe quel boulot, enfin voilà. Et la grande des caractéristiques, et nous on n'échappe pas à la règle, c'est l'extrême précarité des sportifs dans leur moment sportif, je dirais, dans le moment où ils peuvent avoir de la performance, au sens où on la mesure. Et puis après, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, il y a 35 000 sportifs français qui ont adressé une pétition à Macron sur leur droit à la retraite. Et l'extrême majorité, c'est celle-là. Et donc, sans doute qu'il y a là aussi à réfléchir comment contrebalancer cette seule image de la représentation du sport qui réussit par uniquement celui qui aligne les chiffres faramineux comme étant la marque de la réussite. Ça ne peut pas être que ça, le repère. C'est comment faire en sorte, justement, qu'un plus grand nombre puisse, parce que le sport, enfin, je crois qu'ici, on en conviendra, on en a besoin. On est même un des pays peu sportifs, dit-on, dans les comparaisons internationales. Et il ne faudrait pas non plus que cette individualisation de la performance, cette mise en avant de quelques individus, masque une réalité sociale bien plus large, qui est une difficulté
pour la grande masse de la population et des salariés d'accéder, pour différentes raisons, et pas uniquement économiques, mais aussi d'un point de vue matériel, à des pratiques d'activité physique et sportive, qui nécessiteraient aussi d'être, comment dire, mieux accompagnés socialement. Il y aura peut-être quelques séquences, parce que les Jeux vont approcher. Combien on a de sportifs de haut niveau français qui sont dans la misère et la précarité aujourd'hui? Et certains d'entre eux ont eu des médailles, ils ont fait la une parfois Et alors, moi je m'étais mis dans les points, est-ce que le sport est à l'image de la société? Oui, si on parle de discrimination, et homme-femme par exemple, le sport, il n'échappe pas aux lieux de discrimination qui existent ailleurs dans la société. Il y a quelques mouvements, vous avez vu l'actualité aussi en Espagne, il y a eu des revendications, y compris salariales, dans certaines disciplines, enfin salariales, oui, de primes à la performance. C'est vrai aussi au Canada, où des équipes féminines ont revendiqué un rapprochement avec les niveaux de primes, de rémunération que touchaient les hommes. Le sport est aussi un terrain de discrimination. Homme-femme, c'est aussi un terrain où s'exercent des violences à l'égard des femmes. Il y a plusieurs quand même grosses affaires, mais au-delà des affaires, c'est là aussi une zone où on laisserait entendre que le sport serait un peu en dehors de la société. Enfin, disons une discipline, un peu, je ne vais pas faire la comparaison osée avec l'Église, mais enfin, ouais, ce serait une chapelle en soi, avec ses règles, mais là aussi, on voit un peu les limites, les crises qui existent dans plusieurs structures sportives, fédérations, Comité national olympique. Enfin, on voit bien que là aussi, ça a besoin de plus de démocratie, plus de transparence, plus d'éthique. Alors, il y a Marie-Georges Buffet qui est en charge d'une mission là, sur l'éthique et la démocratie dans le sport. Je ne sais pas ce que ça donnera derrière, mais c'est heureux au moins qu'il y ait des travaux sur ces sujets-là, parce que il est de notre responsabilité, je crois, d'aider à faire en sorte que le sport ne se considère pas, ou le mouvement sportif ne se considère pas comme des entités autonomes en dehors des enjeux de société plus globaux, et notamment les conditions dans lesquelles on puisse permettre à la plus large population d'y accéder et de pouvoir y accéder dans de bonnes conditions. Ça me semble un enjeu, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais enfin presque peut-être. Merci. Donc on va finir sur l'apport des autorités locales au sport. C'est ce que nos collègues nous ont dit là en début d'après-midi. Finalement, c'est les municipalités qui portent l'essentiel en France de l'investissement sportif, qui permet aussi d'avoir des champions et qui permet à une grande partie de la population de s'initier dans des proportions, je dois dire, que j'ai découvertes, parce qu'on a eu beaucoup de chiffres de notre collègue Olivier Lenoé qui était passionnant, parce que ça remet aussi beaucoup de choses en place par rapport à des représentations qu'on se forge nous-mêmes, notamment je pensais à la marchandisation, à l'apport des entreprises, etc., dont il m'a rappelé que c'était très minime par rapport à l'argent qui est investi massivement par les structures publiques et en particulier par les communes. Donc il faut, c'est notre travail de travailler, de mettre en avant les connaissances des uns et des autres sur ces sujets, et je pense que l'apport des différents débats a permis aussi de clarifier, enfin parfois de sortir de nos représentations un peu intuitives et souvent fausses, et en tout cas de les mettre en débat. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Marie-Claude comme organisatrice pour remercier tout le monde, dire au revoir. Bon, je rajoute quelques mots. Merci d'abord à nos spectateurs, merci à nos intervenants, parce que nous en avons sollicité beaucoup depuis le début de ces rencontres, et nous avons eu des moments très excitants, par exemple avec un film qui s'appelait La Permission, un film iranien avec des débats animés par des Iraniennes.
Et ça a été un moment important. Ce qui a été un moment important, je pense, c'est le lycée. L'après-midi du jeudi, le débat s'appelait le rugby. Enfin, c'était pas un débat, c'était... si, c'était un débat. Oui, François était là. Bon. Et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui à cette conférence conclusive que je trouve passionnante, et reprenant aussi des thèmes, comme le disait Anne, qui avaient été déjà abordés dans nos débats. Donc merci à tous, merci à tous les exposants, puisqu'ils sont là avec leurs livres qui sont proposés à votre curiosité, et ce sont des très belles curiosités qui sont proposées. Avant de vous rendre tout à fait votre liberté, je veux rappeler que les rencontres se prolongent avec le service jeunesse de Gennevilliers à l'espace Nelson Mandela le 15 décembre à 18h, avec un débat sur les sports, cette fois autour de race, racisme et antiracisme, et une partie du lycée Galilée qui a suivi nos manifestations sera également présente. Voilà, donc je vous invite à poursuivre, et évidemment à poursuivre tous ces débats. Par ailleurs, les cahiers d'histoire ont une association des amis à laquelle je vous invite à participer, et nous faisons une visite guidée de la contemporaine, donc à Nanterre, l'ancienne bibliothèque BDIC, le vendredi 8 décembre à 17h, voilà, qui est ouverte à tous. Nous considérons que nos amis, affiliés ou pas, sont nos amis. Donc vous pouvez venir si vous en avez l'occasion. Donc à 17h sera une visite guidée par les responsables de l'exposition qui s'appelle Riposte, qui a lieu en ce moment à la Contemporaine à Nanterre. Voilà, merci beaucoup. Et puis, il y a sans doute beaucoup d'autres annonces à faire. Le président de l'UP, Gérard Bras, est là. Et l'UP, vous avez le catalogue des cours et des différentes activités sur le guéridon à l'entrée. Voilà, merci beaucoup. Et merci à la municipalité de Gennevilliers pour son soutien fidèle à ces rencontres.